Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 10, le livre des démons. À l'époque médiévale, presque tout le monde croyait en l'existence d'êtres surnaturels, en particulier de démons et d'esprits. Et en 1577, le Pseudo-Monarchia Daemonum a été publié en annexe d'un livre sur la nature des démons. L'auteur en était le médecin et démonologue néerlandais Johan Vier. Et c'est à cette époque que la hiérarchie des démons que nous connaissons aujourd'hui a été établie. Les gens ont commencé à croire aux princes et aux ducs de l'enfer, et il y avait toute une famille royale de démons, certains plus importants que d'autres. Et il est vrai que les médiévaux croyaient déjà à la sorcellerie, à la diablerie, aux anges et aux démons, mais ce nouveau manuscrit a poussé les choses dans le domaine de l'extravagance. Soudain, il y avait 69 démons sur lesquels les gens pouvaient se renseigner dans le livre. Chaque démon et sa position en enfer étaient impeccablement détaillés, ainsi que les règles et les rites nécessaires pour les conjurer. Vous savez, au cas où vous vouliez passer du temps avec eux. Le livre suggérait que les gens pouvaient conjurer n'importe quel démon qu'ils voulaient de sa maison en enfer, et ensuite forcer ce démon à faire ce qu'il voulait. Mais le problème avec ce livre, c'est que tout le monde y croyait, alors que ce n'était pas vraiment le cas. Il s'agissait simplement d'un livre écrit par un médecin fasciné par l'occultisme. Il n'avait aucune signification scientifique ou religieuse, et pourtant, les gens l'ont pris pour la vérité. Mais n'oublions pas que le taux d'alphabétisation était assez faible à cette époque et que les livres étaient très chers, surtout réservés à la classe supérieure comme les nobles et le clergé. Et la plupart du temps, les livres étaient lus à voix haute. Et donc, si une personne analphabète entendait ces choses de la bouche d'une personne en position de force, il y avait de très grandes chances qu'elle y croie. Et à la fin du XVIe siècle, les gens, un peu partout en Europe, se sont retrouvés enfermés à l'intérieur, essayant de conjurer d'obscurs démons tels que Barbas, Zagan, Volak, Gomori ou je ne sais quoi encore. Numéro 9, chasse aux chats. Vous avez déjà entendu parler des chasses aux sorcières, mais le Moyen-Âge n'était pas une époque idéale pour être un chat non plus. À l'époque médiévale et à partir du XVe siècle, les chats ont pris un caractère sinistre en Europe. Le félin est devenu une représentation du mal, de la sorcellerie et de la vulgarité et de la luxure féminine. Et dans la tradition médiévale, les gens pensaient que la seule façon de se débarrasser d'un objet maléfique était de le brûler. Et pendant des centaines d'années, de l'Angleterre à la Pologne, les gens ont brûlé des chats en masse parce qu'ils croyaient sincèrement qu'ils accomplissaient l'œuvre du Seigneur. Tuer des chats était considéré comme un acte bienveillant au même titre que brûler des sorcières ou pratiquer un exorcisme. En Belgique par exemple, le 2 mai de chaque année avait lieu un événement appelé Kattenstoot, fête des chats. Les habitants de la ville rassemblaient tous les chats qu'ils pouvaient trouver, grimpaient au sommet d'un clocher et les jetaient dans la rue et y mettaient le feu. Il s'agissait de l'une des pires traditions brutales et insensées à laquelle se livraient les peuples médiévaux. Le festival des chats a été aboli en 1817 avant d'être rétabli en 1955, mais rassurez-vous, cette fois, il célèbre les chats au lieu de les jeter des clochers. Et la prochaine édition est prévue pour le 12 mai 2024. Mais c'était loin d'être le seul festival en Europe créé spécifiquement pour tourmenter les félins. À Paris, la tradition voulait que le roi de France allume un très grand bûcher sur la place de Grève. Il mesurait jusqu'à 30 mètres de haut, on y posait des fagots, des pétards, des feux d'artifice, des fleurs, des guirlandes, des couronnes et un sac rempli de 24 chats. La foule se régalait de ce cruel spectacle et les Parisiens couraient même récupérer les cendres, pensant que cela portait bonheur. Et au début du XVIe, on y ajouta également un renard pour donner plaisir à Sa Majesté. Et en 1648, Louis XIV n'a que 10 ans lorsqu'il doit allumer le feu de la Saint-Jean. Sûrement choqué par tant de barbarie, il décide de mettre fin au supplice des chats, au grand désespoir du public. Numéro 8, la Lémurie. Au Moyen-Âge, la croyance en un continent mystérieux a commencé à se répandre dans les milieux sociaux. Connu sous le nom de Lémurie, il s'agirait d'un continent perdu situé très loin de l'Europe, au milieu de l'océan Indien. La Lémurie abritait autrefois une race d'humains éteints qui possédait 4 bras, des organes reproducteurs mâles et femelles en même temps, et qui était un étrange hybride d'humains et de lémuriens. En termes plus simples, les Européens du Moyen-Âge croyaient en une terre perdue, peuplée d'hommes-singes à 4 bras.
Et au fur et à mesure que les rumeurs se répandaient, les légendes devenaient de plus en plus étranges et les scientifiques ont commencé à s'y intéresser de très près. L'idée a fait son chemin et au 19e siècle encore, on croyait toujours que la Lémurie se cachait quelque part dans l'océan. En 1864, le zoologiste britannique Philip Lutley Sclater a rédigé un article sur la Lémurie et l'a publié dans le Quarterly Journal of Science. À la même époque, le biologiste allemand Ernest Haeckel a affirmé que la Lémurie était une terre secrète dont les premiers Homo sapiens auraient pu être originaires avant de migrer vers l'Asie. Les gens ont commencé à considérer la Lémurie comme le berceau de l'humanité. Mais quelques décennies plus tard, l'idée de la Lémurie sera jugée ridicule. Mais en 2013, des scientifiques ont trouvé sur l'île Maurice des preuves de l'existence d'une vaste masse continentale dans l'océan Indien. La légende de la Lémurie s'est donc avérée presque vraie, mais pas la partie concernant l'ancienne race de Lémuriens. Numéro 7. Anguille Mania. L'anguille était l'une des denrées les plus importantes de l'Angleterre médiévale. Et de nos jours, il ne reste que très peu d'anguilles en Grande-Bretagne, à l'exception des tartes à l'anguille qu'il est possible de déguster à Londres. Mais il y a plus de 500 ans, l'anguille était une véritable obsession. Ce poisson, ressemblant à un serpent, était utilisé par les citoyens médiévaux pour tout, de l'achat de nourriture au paiement de leur loyer. Pour vous donner une idée de l'évolution du paysage depuis le Moyen-Âge, écoutez ceci. L'anguille était autrefois l'un des aliments les plus populaires en Angleterre. Les gens mangeaient plus d'anguilles que n'importe quel autre poisson d'eau douce et on en trouvait dans presque tous les plans d'eau du pays. Elles étaient très abondantes et très faciles à attraper, si bien que tout le monde en mangeait tout le temps. Et les Anglais ont pêché tellement d'anguilles des rivières qu'elles sont aujourd'hui presque disparues. Mais au XIe siècle, les propriétaires acceptaient toutes sortes de paiements farfelus pour le gîte et le couvert. On pouvait payer son loyer en œufs, en épices, en maïs ou même en bière. Et à la fin du XIe siècle, plus de 540 000 anguilles étaient payées chaque année en Angleterre en guise de loyer. Numéro 6. Uromancie. Les médecins médiévaux disposaient d'une méthode extrêmement bizarre pour diagnostiquer les maladies. Il s'agissait de l'uroscopie ou l'uromancie ou plus simplement un examen d'urine. Et si cette pratique remonte à 2000 ans, à l'époque de la Rome antique, c'est au Moyen-Âge qu'elle a véritablement explosé et s'est généralisée. Les médecins prélevaient un échantillon de l'urine de leurs patients en examinant la couleur et la consistance et allaient même jusqu'à la goûter. Au Moyen-Âge, les gens étaient très pudibonds avec certaines choses, mais pas avec d'autres. Il était socialement inacceptable qu'un médecin examine physiquement un patient. Un médecin ne pouvait pas demander à son patient d'enlever ses vêtements pour voir de quoi il s'agissait. Il ne restait plus qu'à espérer que la blessure soit visible sur les bras ou les jambes, ou faute de quoi, le patient risquait d'avoir de gros ennuis. Et en guise de solution de rechange, les médecins avaient recours à la dégustation d'urine. S'ils ne pouvaient pas inspecter leur patient, ils pouvaient au moins boire son urine. Ils en percevaient le goût, l'odeur et la couleur et en déduisaient un diagnostic. Les médecins disposaient même d'une roue spéciale de l'urine qu'ils pouvaient consulter en croisant les teintes avec les goûts et les odeurs. Thomas Willis, médecin du XVIIe siècle, affirmait que si un patient souffrait de diabète, son urine avait le goût sucré du miel. Et aussi absurde que cela puisse paraître, nous savons aujourd'hui que c'est vrai dans le cas de diabète sucré. La dégustation d'urine était l'une des méthodes les plus efficaces pour déterminer certaines maladies. Et cette pratique a perduré jusqu'à la fin du XIXe siècle avec l'invention de l'analyse chimique. Numéro 5. Défense sacrée. Au cours de l'histoire, les institutions religieuses n'ont jamais été en sécurité. C'est le cas des églises européennes qui n'ont pas toujours été les sanctuaires que l'on croit aujourd'hui. Pendant la majeure partie de l'histoire de l'Europe, les monastères et les églises ont été victimes de groupes d'assaillants avides et d'armées d'invasion. À partir du Moyen Âge, les pays ont commencé à construire des églises fortifiées pour les protéger. Mais personne ne sait exactement où cela a commencé. Mais la mode a pris son essor avec beaucoup d'enthousiasme en Transylvanie, en Roumanie, principalement à cause des offensives ottomanes. Et tout au long du Moyen Âge, plus de 300 églises fortifiées y ont été construites. Il s'agissait d'églises et de monastères entourés de fortifications massives, des murs de pierre élaborés, des tours de défense
des créneaux et des soldats ont même été mis en place pour protéger les prêtres et les moines et tous les trésors conservés à l'intérieur. L'idée était que si les églises étaient fortifiées, elles ne pourraient pas être rasées par une force adverse. Et il était très important de protéger ces structures sacrées, car elles représentaient généralement une source de revenus très importante pour un lieu donné. L'église était une affaire importante et la protéger par des murs solides s'est avéré être une solution de génie. En Transylvanie, une région fréquemment assiégée par des Ottomans en colère, les églises fortifiées ont constitué une amélioration considérable. Les gens ne vivaient plus dans la crainte constante d'être pillés et détruits. Numéro 4. Mercure fou. À l'époque de l'Empire romain, les gens s'empoisonnaient avec du plomb et du mercure. Et des siècles plus tard dans l'Europe médiévale, on s'empoisonnait encore avec du plomb. Et il ne s'agissait pas seulement des paysans, mais aussi des membres les plus aisés de la société. Et tout cela à cause du mercure, une substance dont personne ne pensait qu'il pouvait être à l'origine de tant de morts et de folies. Aujourd'hui, nous connaissons tous la vérité sur le mercure. Il endommage le système nerveux, nuit à la santé et peut même rendre fou. Mais personne ne savait cela dans l'Empire romain. Les Romains utilisaient le plomb comme s'il s'agissait d'un produit à la mode. Et au Moyen-Âge, ils ont poursuivi l'utilisation du plomb dans tous les domaines, de la médecine à la poterie. Le mercure était utilisé par les médecins qui pensaient qu'il pouvait guérir les pires maladies qui se répandaient dans l'Europe médiévale, principalement la syphilis et la lèpre. Mais il était également employé dans les œuvres d'art, dans la peinture, mais aussi pour émailler les poteries. Les aliments salés et acides placés dans les surfaces émaillées au plomb dissolvaient partiellement l'émail et s'infiltraient dans les aliments. Et un groupe de chercheurs a récemment étudié la prévalence de l'empoisonnement au mercure au Moyen-Âge. Ils ont examiné 207 squelettes provenant de cimetières situés au Danemark et en Allemagne. Ils ont étudié des villes riches et des villages ruraux, et ils ont constaté que les habitants des villes riches avaient été beaucoup plus touchés par le mercure que ceux des quartiers pauvres. Et selon la chercheuse Kara Lund Rasmussen, cela est probablement dû à la poterie émaillée, hautement toxique mais très demandée en raison de sa beauté. Numéro 3. Les nécromanciens. Jusqu'au XIIIe siècle en Europe, les sorcières, les esprits maléfiques, la sorcellerie et la pratique de la magie ne faisaient pas l'objet d'une grande croyance. Les vampires, les monstres et les nécromanciens étaient connus, mais leur croyance n'était pas très répandue. Les personnes ordinaires croyaient aux sorcières, mais ils n'avaient pas peur que leurs enfants soient emportés sur des balais dans la nuit. Mais tout cela a changé au XIIIe siècle. Des traductions latines de textes sur la magie et l'astrologie ont fait leur apparition en Europe. Il était plus facile que jamais de se procurer des livres, et nombre d'entre eux traitaient de démonologie et de sorcellerie. Cela a ravivé la croyance en la sorcellerie et a finalement conduit à l'hystérie des chasses aux sorcières. Tout a commencé par la distinction de deux types de magie. Certains experts de l'époque ont proposé la magie naturelle, magia naturalis, plus scientifique et compatible avec le christianisme. D'autre part, il y avait la nécromancie, également connue sous le nom de magie noire, et il s'agissait d'une magie utilisée pour contrôler les esprits ou les démons, une magie utilisée par les praticiens pour exploiter le pouvoir du monde des esprits. Le fait est qu'au Moyen-Âge, les nécromanciens étaient considérés comme une menace bien réelle. Il s'agissait de personnes censées pouvoir utiliser des connaissances secrètes pour dominer les démons et les êtres maléfiques. Ils pouvaient communiquer avec les morts, invoquer les esprits pour exécuter leurs ordres et étaient investis d'un grand pouvoir d'outre-tombe. Et bien que les nécromanciens n'aient jamais vraiment existé, du moins les scientifiques affirment qu'ils n'ont jamais existé, les gens du Moyen-Âge étaient toujours terrifiés par eux. Numéro 2. Le zodiaque médiéval. Le zodiaque était bien plus populaire au Moyen-Âge qu'il ne l'est aujourd'hui. Vous connaissez peut-être quelques personnes qui sont obsédées par leur signe astrologique et qui scrutent constamment l'horoscope. Mais en Europe médiévale, il s'agissait d'une obsession collective. Presque tout le monde croyait que tout ce qui se passait dans sa vie était dicté par le soleil, la lune et les étoiles. Ce que Saturne et Mars faisaient ce jour-là dans l'espace influencerait directement ce qui leur arrivait sur Terre. Et les 12 signes du zodiaque étaient les mêmes il y a 500 ans. Mais ils servaient à bien plus qu'à donner une vague description. Prenons par exemple cet horoscope à la fin du XVe siècle, qui fait partie d'un guide d'astrologie conservé à la bibliothèque des collections spéciales de l'Université d'Amsterdam.
Il s'agit de l'horoscope d'un Verseau. Il indique que lorsque le soleil se trouve dans le Verseau, c'est-à-dire dans le sud-ouest, on peut construire des maisons, semer ses cultures, planter ses cultures et emménager dans une nouvelle maison. On peut également pratiquer une saignée et faire tout ce qui ne dure que peu de temps. Les querelles et les batailles ne sont ni bonnes ni mauvaises, mais il n'est pas recommandé de voyager sur de longues distances. On peut également acheter ou vendre du bétail et tout autre animal pourvu qu'il ait 4 pattes. C'est également un très bon moment pour se marier, mais un très mauvais moment pour s'entraîner. Toutes ces informations auraient une incidence directe sur le moment où les gens faisaient toutes ces choses, qu'il s'agisse de se marier ou de vendre une vache. Numéro 1. La Terre plate. L'une des croyances les plus répandues au Moyen-Âge est que la Terre est plate. Or, ce n'est pas du tout vrai. Et c'est une idée reçue moderne sur les gens du Moyen-Âge. Il n'est pas vrai non plus que Christophe Colomb a eu du mal à financer son expédition vers l'ouest parce que les gens craignaient qu'il ne tombe du bord de la Terre. En réalité, et aussi étrange qu'ait été le Moyen-Âge, tout le monde ne croyait pas une Terre plate. Christophe Colomb et la plupart des personnes instruites en Europe savaient que la Terre était ronde. En réalité, ce sont les Grecs qui, au IVe siècle avant Jésus-Christ, ont compris que la Terre était un globe et ont calculé les dimensions de la planète. Et si c'est vrai, pourquoi la plupart des gens pensent-ils que les Européens du Moyen-Âge étaient des adeptes de la Terre plate? La réponse nous vient de la fin du XIXe siècle. Selon le professeur Jeffrey Russell, le mythe de Christophe Colomb et de la Terre plate vient d'un certain Washington Irving qui a écrit une histoire sur Christophe Colomb en 1928. Irving affirme que les experts du XVe siècle ont refusé de financer le voyage en raison de leur croyance en une terre plate. Irving a fait ces affirmations dans le cadre d'une rébellion du XIXe siècle contre l'Église et son histoire de dénigrement de la science, et découvre les théories du complot les plus folles et les plus choquantes sur le Vatican en cliquant sur cette vidéo.